pourquoi les Lumières? C'est parce que les Lumières ont sous leurs yeux deux cléricalismes, le cléricalisme religieux et le cléricalisme politique, c'est-à-dire la monarchie absolue et puis disons, la mainmise, car émancipation renvoie à l'idée de se séparer, de se libérer d'une mainmise, hein. Émancipation, c'est ce que cela veut dire. Eh bien, à son corps défendant ou non, l'Église catholique avait multiplié les collusions avec la monarchie, ce qui lui est reproché quelques dizaines d'années après, 1835-1840, par le grand Tocqueville, qui, dans disons, l'autre grand ouvrage sur la Révolution et l'Ancien Régime et la Révolution, est très bien analysé. Donc, ceux qui étaient chargés de dominer, de guider, d'éclairer, ont failli. Et les Lumières, à travers les différentes composantes des Lumières, sont actrices de l'émancipation. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, ma deuxième question, c'est, vous dites l'universalisme, école d'humanisme. Et vous écrivez, les francs-maçons sont des perspectivistes non sceptiques. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi, et en particulier, pourquoi l'hospitalité nécessite de sortir de chez soi. Merci pour cette série de questions qui rapprochent des mots difficiles comme universalisme, scepticisme et effectivement aussi hospitalité, qui est un thème pour moi fédérateur. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que dans toutes les loges, un plateau est occupé par le frère ou la sœur hospitalier. C'est très important, rejoignant d'ailleurs toutes les grandes cultures qui s'organisent autour des rites d'hospitalité. Alors oui, l'universalisme est le cœur de l'engagement maçonnique, mais à condition de, là encore, ne pas confondre l'universalisme et l'ensemble des raccourcis, des contresens que nous commettons sur l'universalisme. Un bon guide est le chercheur Guillaume Lecointre qui, nous tournant vers la science ou les sciences, nous dit que les sciences sont intéressantes parce qu'elles constituent un universalisme non dogmatique. L'universalisme d'habitude est considéré comme une attitude de surplomb. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur logique, puisque quand on dit qu'on est en surplomb, c'est qu'on est soi-même dans le surplomb du surplomb, ce qui est, à mon avis, une naïveté. La vérité surplombante n'existe pas. Alors, pourquoi cet universalisme maçonnique est-il un humanisme? Jean-Pierre Changeux le dit dans un récent entretien, tout simplement parce que quand on cherche la vérité, on est dans une perspective collective d'établissement des preuves, des problèmes, des controverses, ce que nous dit d'ailleurs le grand Karl Popper. Alors, la méthode maçonnique adopte le meilleur de la recherche scientifique, c'est-à-dire le doute et aussi le travail, non pas simplement en équipe, comme on le dit d'une équipe de football, pourquoi pas, ou de rugby, pourquoi pas, mais c'est la mise en place d'un nous, d'un collectif inquiet de lui-même. Et ça, c'est ce que vivent les grands savants, les savants, mais aussi les maçons dans leur loge, qui sont à la recherche d'une vérité partagée et pas d'une vérité imposée. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, le mondialisme est en train de recouvrir l'universalisme. Or, le mondialisme, c'est l'universalisme sans l'humain. Pourquoi Ah, Karl Popper, lecteur de Kant, pense-t-il que, je cite, nos erreurs sont des leçons faites pour nous enrichir? très belle question, oui. Euh, le statut de Karl Popper est reconnu universellement. Simplement, il est mal lu parce qu'on occulte tout ce qu'il dit à partir de Kant, hein, sapere aude, ose te servir de ton entendement. Eh bien, il lit Kant, mais il ajoute quelque chose de nouveau qui vient d'autres auteurs, que je ne précise pas ici, que je ne présente pas ici, c'est ce qu'il appelle le monde 3. Le monde 3, c'est l'ensemble des idées, des controverses, des œuvres, et nous dirons volontiers des rituels et des symboles, c'est-à-dire des représentations qui nous aident à comprendre le monde,
Vous avez aussi, complétant votre belle question sur l'erreur, vous avez cette idée un peu compliquée que la science nous permet, et songeons, nous, maçons, au meurtre d'Hiram, au troisième degré, nous valons mieux que nos erreurs, oui, mais nous mettons à mort nos hypothèses pour ne pas nous entretuer. Et nos hypothèses, quand elles deviennent dogmatiques, quand nous cherchons à les nous imposer, reviennent à nous prendre pour les mauvais compagnons qui ont mis à mort notre maître Hiram. Voilà pour Karl Popper. L'erreur est la recherche des problèmes. On écarte les solutions mauvaises parce elles nous éloignent de la vérité. Les ordres de sagesse, facteurs de paix. Y a-t-il une nécessité de travail collectif? Oui, non. Pourquoi? Comment ça se passe chez les maçons? Je donnerai comme première réponse, si vous le voulez bien, un exemple. C'est les exemples des accords d'UVA en Nouvelle-Calédonie. La maçonnerie est facteur de paix, action de paix, parce qu'à partir d'une opposition factuelle entre deux chapelles, deux personnes, deux controverses, deux problématiques, eh bien, l'audace, l'action pacificatrice des maçons, cela consiste à dire qu'il existe toujours un point au-dessus des deux éléments d'une controverse. Mais pour cela, il faut à la fois un travail sur soi, ce que les Juifs appellent teshuva, mais ce que on pourrait appeler comme l'acceptation de la triangulation de la parole. La triangulation de la parole est productrice de paix puisque je m'en remets, même si je m'oppose à toi, au point de vue de celui qui est en situation de pacification, qui est le vénérable maître. Et pourquoi le vénérable maître est producteur de paix, de pacification? Parce qu'il s'est engagé dans son serment, il s'est engagé à travailler pour la grandeur de sa loge et la grandeur de son obédience, quelle qu'elle soit. Donc, vous produisez la paix lorsque vous laissez les métaux à la porte du temple, bien sûr, vous vous engagez quand vous êtes apprenti à, disons, se taire pendant un an, mais aussi à trouver toujours une solution à condition d'élever le débat, de faire un effort par le biais, par un certain nombre de dispositifs que l'on pourra préciser si vous voulez un jour, qui permet de différer le moment des passions. Les passions, nous menacent collectivement comme individuellement parce qu'elles développent l'idée que il faut absolument faire la guerre pour se rencontrer. Non, nous avons besoin, pour faire la paix, de taire les passions en nous. Mais là, c'est tout autant Spinoza que les grands fondateurs de la maçonnerie. Et Et surtout, nous faisons la paix lorsque nous différons l'envie de nous venger, la vengeance est toujours mauvaise conseillère, comme on le voit dans les grands conflits à l'heure actuelle. merci pour vos réponses. Bravo pour ces deux ouvrages. Ces ouvrages sont, je dirais, plus que des essais, presque un guide de formation. Bravo, à bientôt.